Vous voulez découvrir le secret du cerveau des champions? Aujourd'hui, le squad, nous accueillons Aymeric Guillot, expert en imagerie motrice, spécialiste de la plasticité cérébrale et du cerveau expert. L'objectif est d'améliorer vos performances sportives et d'accélérer votre récupération après une blessure, avec des techniques comme la visualisation et l'imagerie motrice. Restez avec nous car ces conseils simples peuvent transformer votre approche du sport. Aymeric, bienvenue sur le podcast du Squad de la Performance. Peux-tu te présenter rapidement aux quelques-uns qui ne te connaissent pas encore? Ouais, bonjour Maxence, merci beaucoup pour l'invitation. Alors pour me présenter en quelques lignes, je suis enseignant-chercheur à l'université, ça fait à peu près un peu plus de 20 ans, à l'université de Lyon, que j'allie la recherche et les enseignements avec un double éclairage neurosciences et préparation mentale. C'est vrai que je me suis principalement intéressé, en tout cas au début, sur l'imagerie, la visualisation, parce que c'est un outil qui a une particularité d'être hyper transversal, c'est-à-dire qu'il se suffit à lui-même, on l'utilise en tant que tel pour plein de raisons différentes qu'on aura certainement l'occasion d'évoquer tout au long de notre échange. Et puis c'est également un outil qu'on retrouve intégré dans les autres formes de préparation mentale, donc qu'on utilise finalement depuis très longtemps avec des recettes un petit peu différentes. Et c'est pour cette raison-là que cet outil-là m'a un peu plus intéressé au départ que les autres. Donc voilà, mon boulot principal c'est ça, c'est d'allier la recherche scientifique et la compréhension des mécanismes, le test, l'expérimentation sur la préparation mentale, et puis la pratique de terrain. Et donc du coup, on en parlait un petit peu en aparté, c'est quelque chose que j'ai essayé de toujours garder, ce pied sur le terrain pour rester connecté à la pratique et à la réalité de ce que vivent les sportifs, les praticiens chaque jour et à chaque fois qu'ils sont confrontés finalement à ce qui les passionne dans leur pratique. Et du coup, c'est important pour moi de rester connecté par l'application, le dialogue direct avec les praticiens ou la formation des sportifs et des praticiens pour finalement apprécier ce que j'aime bien, les liaisons entre la théorie et la pratique, mais aussi les décalages entre la théorie et la pratique. Et du coup, on apprend autant du monde des praticiens du terrain qu'on apprend du monde scientifique. Il faut que les deux se nourrissent mutuellement. Et donc du coup, j'ai gardé un pied sur le terrain en accompagnant quelques sportifs sur le plan mental et ou en faisant une approche un petit peu plus clinique ou thérapeutique sur le développement de potentiel, le fait de surmonter des soucis, etc. Donc plutôt accompagner la personne et ou les sportifs. Et ça me permet du coup de questionner directement et de mettre en application le fruit de mes recherches. Donc voilà, c'est un créneau que j'aime bien et c'est ça qui fait l'essentiel de mes journées depuis un peu plus de 20 ans maintenant. Ok, trop cool. Et quand tu es sur le terrain, tu disais que donc, tu parlais de sportifs. Est-ce que tu travailles essentiellement avec des sportifs en one-to-one, ou est-ce que tu as parfois une approche un peu plus holistique avec tout simplement le fait que tu travailles avec un staff, un coach, et que tu puisses échanger directement avec lui? Il y a un peu les deux, en réalité, je dirais même un peu les trois, c'est-à-dire qu'il y a de l'accompagnement qui se fait en one-to-one, sur des demandes spécifiques, sur des programmes, sur des choses qui ciblent des objectifs bien particuliers avec les personnes. Il y a un travail qui peut se faire également beaucoup sous forme soit de conférences, soit de formation, soit d'intervention, dans une approche un petit peu plus collective, un petit peu plus holistique, alors pas forcément dans les sports collectifs, ça peut, mais pas nécessairement, mais de manière un peu plus générale, sur un centre, sur une structure, sur un pôle par exemple, où là on va intervenir à différents niveaux de pratique et en ciblant un peu plus de personnes avec du travail à la fois collectif et coopératif et du travail individuel. Et puis il y a aussi de plus en plus, même si c'est peut-être un petit peu plus récent, mais la formation des staffs, où vraiment les staffs s'intéressent au fait de découvrir pour certains, certaines, d'approfondir et d'enrichir pour d'autres, mais ils cherchent à intégrer ça dans leur approche, dans leur pratique, dans leur vision, probablement dans le but également de faire une sorte de généralisation un petit peu plus descendante derrière dans leur pratique et dans leur propre staff, pour que ça puisse intégrer un petit peu les consciences, intégrer l'entraînement, que ce soit en direction du haut niveau, donc montant ou descendant en direction de la base et des sportifs jusqu'aux débutants. Et donc du coup, ça permet de toucher en réalité, par rapport à ce que tu disais, aussi bien le sportif, la sportive qui sont directement impliqués et qui sont les premiers intéressés sur la mise en place du travail, les staffs qui permettent de les encadrer et également d'avoir un regard peut-être plus approfondi, plus affiné sur ce que font les sportives et les sportifs. Et puis également les entourages ou les personnes qui sont susceptibles à un moment donné soit de prendre des décisions, soit de dicter des politiques de travail, d'entourer simplement le sportif et le sportif. Donc on essaye de balayer relativement large et c'est intéressant parce qu'il y a des spécificités finalement inhérentes à chaque
chaque personne et à chaque collectif qu'on va cibler. Et ça permet vraiment de diversifier le travail et de couvrir un peu tout le spectre de ce qu'on peut envisager avec de tels outils. Souvent, quand on est sensibilisé à ces thématiques-là, mais qu'on n'a pas forcément de connaissances profondes, on va utiliser simultanément les mots imagerie motrice et visualisation. On en parlait tout à l'heure. Je crois savoir qu'il y a une différence entre les deux termes. Est-ce que tu peux nous les expliquer, s'il te plaît? Alors, il n'y a pas vraiment de différence entre visualisation et imagerie motrice dans le fond. La différence qu'on fait la plupart du temps, c'est en fonction du public auquel on s'adresse. Je dirais que moi, je les utilise de manière assez interchangeable, en réalité. Mais dans le monde scientifique, c'est vrai qu'on va un peu plus parler d'imagerie motrice. On pourrait faire une petite distinction entre imagerie motrice et imagerie mentale, d'ailleurs, entre parenthèses, puisque l'imagerie motrice concerne vraiment le mouvement, donc une forme particulière de l'imagerie mentale, qui, elle, peut aussi consister à imaginer une personne, un endroit, un lieu, et pas forcément quelque chose qui relève de la motricité. Et c'est vrai que dans le langage courant, et les praticiens peut-être utilisent davantage ces termes-là, et dans les ouvrages que j'ai pu publier sur le sujet ou dans les documents de vulgarisation, je vais un peu plus utiliser le terme de visualisation, qui me semble un peu plus parler aux praticiens et aux sportifs. Mais en réalité, on renvoie à peu près à la même chose. Le terme imagerie motrice est un tout petit peu plus abstrait que le terme visualisation quand on est sur le terrain, il me semble. Les deux ont un défaut, en réalité, c'est que les deux mettent vraiment en avant le sens visuel. Parce que dans visualisation, il y a visuel, et dans imagerie motrice, il y a image. Et en réalité, on aura peut-être l'occasion d'en parler, mais on combine même la plupart du temps les différentes modalités sensorielles et pas simplement la vision. Donc les deux ont cette restriction, en réalité, et je pense qu'on peut utiliser les deux de manière interchangeable. Peut-être que dans les termes, visualisation a le défaut de encore plus restreindre à l'idée reçue de travailler sur le visuel qu'imagerie motrice. Et on pourrait même trouver d'autres termes. On utilise beaucoup, nous, par exemple, le terme de simulation motrice, ou de représentation mentale. Voilà. En réalité, on va dire, dans l'approche de l'outil ou du travail, c'est assez interchangeable, c'est assez similaire. Après, on pourrait cibler vraiment des petites spécificités ou des tendances, des connotations plutôt, qui nous amènent à avoir des approches un peu plus restrictives en fonction d'un terme par rapport à l'autre. Ok. Justement, il y a de plus en plus de témoignages d'athlètes qui vont être suivis par des confrères en préparation mentale qui vont parler de visualisation, de comment ils l'associent dans leur entraînement et dans leur préparation. Toi, selon toi, quels sont les bénéfices et les utilisations de l'imagerie motrice / visualisation? Alors c'est vrai que c'est quelque chose qui est de plus en plus rapporté. C'est un peu de moins en moins tabou, même j'ai envie de dire. C'est-à-dire que on commence à accepter l'idée, mais pas que pour la visualisation, d'ailleurs pour tous les outils de la préparation mentale, que c'est pas seulement en cas de problème qu'on fait de la préparation mentale, mais que ça fait vraiment partie des facteurs de performance. Et que dans une approche un peu systémique ou d'ensemble, c'est aussi important que la préparation physique et que la préparation technique. Et c'est même, on va dire, impossible à sortir. Enfin voilà, c'est totalement imbriqué. Et c'est vrai que de plus en plus de personnes le rapportent. En revanche, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un panel d'applications qui est extrêmement large. On a un spectre d'applications ou d'utilisation qui couvre finalement des objectifs qui sont assez différents, qui vont faire appel à des formes de travail différentes, à des sessions qu'on va faire à des moments différents, avec des consignes différentes, et qui vont malgré tout être complémentaires. Moi, je présente pratiquement tout le temps la chose de manière assez pragmatique, assez proche du terrain, avec 4 domaines d'application principaux. Le premier, c'est certainement le plus connu, c'est qu'on va mettre en place une forme de travail qui cible l'individu. En ciblant l'individu, on va balayer déjà assez large. On va être dans des effets plutôt dits psychologiques, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on va travailler sur l'état d'esprit, les croyances, les doutes, l'anxiété, la peur, le stress, la gestion des émotions, la confiance, la motivation, tout ce qui fait que finalement la personne va être dans les meilleures dispositions mentales pour être performante. Ce qui veut dire que du coup, on cible la personne et c'est parce que la personne est dans de bonnes conditions ou de bonnes dispositions qu'elle est potentiellement efficace. Donc c'est un effet qui est indirect en fait sur la performance. Ça, c'est un premier domaine d'application. C'est peut-être historiquement le plus ancien, celui qu'on connaît le mieux d'ailleurs, parce que c'est celui qui se marie, qui se combine le plus et le mieux avec d'autres formes de préparation mentale très connues, pour prendre ces exemples-là, comme les différentes formes de relaxation par exemple. Ensuite, on a un deuxième domaine qui est un petit peu plus spécifique, qui est un peu plus récent, même si maintenant il est assez bien, on va dire, documenté et reconnu. C'est celui de la technique, de la gestuelle, où là, on va plus cibler la personne, on va cibler ce qu'il produit, ce qu'il ou elle produit. Donc le comportement, le geste, les qualités physiques.
Et là, on va plutôt être dans le domaine de l'apprentissage, donc acquérir un mouvement, automatiser un geste, consolider la trace mnésique de ce geste-là, corriger la gestuelle, on pourra en parler parce qu'il y a des applications qui sont extrêmement simples et extrêmement performantes pour corriger un geste, beaucoup plus facilement quand on intègre le mental que quand on essaye de simplement corriger la technique. Et ça, on sait que c'est difficile. Au fur et à mesure, on aura sûrement l'occasion d'y revenir. Et puis, on pourra jouer sur les qualités physiques également, développer certaines qualités physiques, notamment la force et la souplesse. Donc là, on est plutôt sur ce que produit la personne et ce qui, dans les consciences, relève plutôt du travail technique et du travail physique. Or, on va faire du travail mental, là pour le coup, qu'on va complètement intégrer dans l'entraînement physique et qui va avoir des répercussions directes sur le geste sportif. Ça, c'est notre deuxième domaine d'application. Le troisième, il est un petit peu intermédiaire entre les deux. Il relève plutôt de la dimension tactique, stratégique ou technico-tactique. Donc, il y a certaines activités où c'est vraiment prépondérant. Et là, on va être sur une forme de conditionnement, de contextualisation du travail, de capacité à bien mémoriser, comprendre la séquence ou la situation. Je prends souvent l'exemple de l'individu qui comprend son rôle au sein du collectif et qui appréhende un petit peu mieux la mise en place du schéma de jeu dans un premier temps, puis la maîtrise de ce schéma de jeu-là, puis l'intégration de l'incertitude liée à l'adversaire, où là, il y a des pistes de travail où on peut chercher à mettre en place des invariants, des éléments, des schémas qui se répètent et qu'on va travailler, on va se conditionner mentalement pour être un peu plus performant parce qu'on a l'habitude de les rencontrer. Et ça, ce sera à faire avec un dosage de la prise de risque parce qu'évidemment, on va chercher à anticiper davantage et donc à se mettre un peu plus en difficulté si on anticipe mal. Et là, il faut avoir une réflexion qui peut être différente en fonction des activités. Il y a des activités où on peut prendre un peu plus de risques que d'autres parce que les conséquences ne sont pas directes ou pas totalement directes. Et puis, on aura des activités, là aussi, je pense au sport co en particulier, où on a de l'incertitude et où on doit cultiver sa faculté d'adaptation. Et là, l'approche stratégique ou le conditionnement mental qui vise à jouer sur le domaine tactique, il peut aider à anticiper, projeter le déroulement de scénarios alternatifs, de situations de jeu qu'on n'a pas forcément rencontrées, mais qui est susceptible de se produire. Donc voilà, il peut aiguiser notre sens tactique et notre capacité à rester lucide et efficace sur une prise de décision en situation réelle. C'est peut-être le plus difficile aujourd'hui à travailler parce que c'est celui où on a le moins de retours, de données, et comme je le disais, où il y a le plus de actions en fonction de l'activité, donc en fonction de la prise de risque et en fonction des caractéristiques de l'activité qu'on pratique. Okay. Et puis on en a un dernier, tu l'as évoqué dans le lancement du podcast, c'est tout ce qui concerne la blessure et la rééducation fonctionnelle en cas de blessure. Et rien que dans ce domaine-là, on a un spectre d'intervention qui est immense, puisqu'on va pouvoir travailler de nouveau sur la personne, l'acceptation, l'état d'esprit, la projection sur la récupération, la confiance en ses chances de récupération, l'anxiété de récidive quand on arrive en fin de programme de rééduc, la récupération fonctionnelle, limiter la perte de force, limiter la perte d'amplitude, récupérer de la motricité, de l'intensité, travailler sur la douleur, la guérison, enfin voilà, on a la réathlétisation, on a vraiment un spectre d'intervention qui est hyper large, voire même la prévention ou la prophylaxie, quand on veut essayer d'éviter la blessure. Et donc voilà, en soi, là, il y a des effets qui sont assez impressionnants et assez prometteurs et qui coûtent pas grand-chose en termes de travail. Si tu veux, ces 4 domaines-là, je trouve que c'est plus intéressant de les présenter comme ça que de les présenter dans les classifications théoriques qu'on voit parfois dans les études ou dans les bouquins, parce que ça a le mérite d'assez bien refléter ce qu'on va faire sur le terrain et la manière dont on va utiliser l'outil sur le terrain, et ça couvre finalement un peu tous les aspects de la performance. Donc c'est assez large au final ce qu'on peut faire. Ouais, clairement, on va évoquer un peu tout ça tout au long de notre échange. Je crois savoir que tu utilises l'imagerie fonctionnelle, l'IRM fonctionnelle. J'avais vu il y a quelques années de ça passer un documentaire sur Arte où tu expliquais un peu l'utilisation de cet outil. Est-ce que tu peux nous expliquer en fait de manière assez vulgarisée comment tu utilises cet appareil et en quoi ça permet d'objectiver tout ce que tu viens d'expliquer? Enfin, en partie. En fait, il y a 2 gros défauts au travail par imagerie, au travail mental. Le premier, on y reviendra certainement, c'est le fait qu'il n'y ait pas de rétroaction, puisqu'il ne se passe rien, il n'y a pas de feedback. Donc c'est vrai qu'on ne fait pas le mouvement et il manque ces retours sensoriels qui alimentent le cerveau. Et le second, c'est que tout se passe dans la tête de la personne. Donc c'est difficile d'accès, et ça veut dire qu'il faut mettre en place des moyens d'objectiver
pour comprendre ce que fait la personne, contrôler ce qu'elle fait, s'assurer qu'elle respecte les consignes, etc. Et là, on dispose de différents outils. Et parmi les outils dont on dispose, il y a les corrélats neurophysiologiques, donc les variables qu'on va enregistrer, qui sont soit issues du système nerveux central, soit un peu plus à la périphérie ou du système nerveux périphérique. Les dernières ont l'avantage d'être plus utilisables sur le terrain. Les premières, elles sont plus difficiles d'accès et elles sont assez limitées. Mais effectivement, ce sont des outils comme l'IRM fonctionnel, comme l'EEG, l'encéphalographie, ou la MEG, la magnétoencéphalographie par exemple, qui vont permettre d'enregistrer l'activité du système nerveux central. Et ça va nous permettre de caractériser ce qui se passe dans le cerveau globalement, ce qui se passe dans le système nerveux central lorsqu'on imagine, et de comparer à ce qui se passe lorsqu'on exécute le mouvement. Et là, il y a eu des centaines et des centaines d'études qui permettent aujourd'hui de mieux comprendre les mécanismes et les processus qui sont engagés lorsqu'on simule mentalement le mouvement. Et pour faire simple, on a une sorte de similitude, c'est-à-dire qu'on fait fonctionner le système nerveux de manière assez comparable, pas exactement similaire, mais quand même fortement comparable, lorsqu'on imagine et lorsqu'on exécute. Et je le dis souvent, donc je vais le dire sous une forme un peu différente cette fois-ci. Je dis souvent que j'aime pas qu'on dise que le cerveau ne fait pas la différence entre imaginer et exécuter, mais en fait, on se rapproche d'un travail qui est similaire, ce qui peut nous pousser à dire que le cerveau ne fait pas la différence, parce qu'en fait, il va s'engager dans un travail qui est sensiblement équivalent, c'est-à-dire qu'on va solliciter finalement les régions qui normalement permettent de préparer le mouvement, de l'exécuter et même de le contrôler. Et donc du coup, si on regarde l'activité cérébrale quand on simule mentalement un geste, on va avoir globalement les régions qui sont normalement responsables de la mise en place de ce mouvement-là dans la pratique réelle. Et c'est beaucoup plus précis que ça, c'est-à-dire que ce n'est pas juste une activation des régions sensiblement identiques dans le cerveau, on va vraiment aller activer les poules de neurones qui sont responsables du contrôle de la motricité des muscles concernés. Donc si tu imagines un mouvement avec les membres supérieurs ou les membres inférieurs, tu vas vraiment aller cibler l'activité des neurones qui sont normalement responsables de l'envoi de la commande motrice sur les membres supérieurs ou sur les membres inférieurs. Et ça va même encore un petit peu plus loin que ça, parce que la dynamique de communication entre ces régions-là, ce qu'on appelle la connectivité fonctionnelle, c'est-à-dire pas juste des pics d'activation, des cartes d'activation, mais vraiment les réseaux qui s'activent, ils vont être fortement similaires. Et ils vont être fortement similaires au point que leur évolution, donc la plasticité cérébrale cette fois-ci, qui va s'installer au fur et à mesure d'un apprentissage, va être quasiment la même que ce qu'on observe lors de l'entraînement réel. Donc on va façonner, moduler le cerveau, on va le construire, on va le faire évoluer de la même manière qu'on s'entraîne physiquement ou qu'on s'entraîne mentalement. Et ça va contribuer d'une part à renforcer la trace du mouvement, à le consolider, à faire en sorte que on automatise davantage, le schéma moteur il est vraiment bien ancré. Et comme il y a quand même des petites différences, ces différences-là elles vont être intéressantes aussi parce qu'on va pouvoir moduler, se conditionner à changer, à modifier le mouvement. Donc on va pouvoir façonner le cerveau et pas simplement ancrer ou renforcer la trace qui est déjà préexistante. Ok. Et c'est vrai que je me souviens dans ce reportage-là, dans ce documentaire, il y avait eu une étude avec un haltérophile de mémoire, un haltérophile plutôt amateur et un plutôt compétitif à un bon niveau national de mémoire. Dis-moi si je me trompe. Alors c'était même, il était vice-champion olympique. Vice-champion olympique. Qui était vice-champion olympique à Pékin. Ouais. Et en fait, ce qui était assez troublant, c'était de voir que l'activation chez l'amateur était beaucoup plus diffuse au niveau de l'activité cérébrale, là où chez le vice-champion olympique, c'était très 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 précis. Et ma question, c'est est-ce que c'est quelque chose qui est individuel en termes d'activation ou on peut retrouver la même chose chez un confrère, un athlète du même niveau? Ouais, c'est une bonne question. Alors, tu vas avoir une tendance qui va se dégager, qui va faire que tu vas retrouver un pattern qui ressemble à celui de l'expert et un pattern qui est plutôt celui du débutant, même si tu vas avoir, parce que ça reste un travail qui est individualisé au même titre qu'une technique, qui a un rendement, d'un geste qui est vraiment spécifique à la personne. Donc tu vas avoir des particularités qui sont individuelles. Mais tu vas quand même dégager un pattern. Il y a un pattern que tout le monde connaît, qui est assez connu dans l'entraînement. Le terme n'est pas si connu que ça, mais c'est ce qu'on appelle l'efficience neurale de l'expert. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu améliores un mouvement, quand tu automatises et que tu améliores un geste, tu deviens plus efficace dans ce geste-là, donc il est plus rapide, plus fluide, un meilleur transfert de force, moins de dépenses énergétiques, ton mouvement est plus rapide, tu progresses en termes d'efficacité, mais tu progresses toujours avec un coût cognitif qui est moins élevé. C'est-à-dire que tu passes d'une attention qui au départ est très diffuse, très consciente sur le mouvement, à une attention très focalisée au départ, qui devient beaucoup plus diffuse sur le mouvement.
Et nous, c'est pas nous, on a inventé le terme d'infraconscient. C'est-à-dire qu'en fait, on redescend d'un niveau de contrôle et on libère, si tu veux, les structures supérieures, qui sont les structures corticales, notamment pour qu'elles puissent aller faire autre chose. Et c'est dans ces pratiques-là qu'on apprend à libérer son attention, ses ressources attentionnelles, et d'être capable de regarder ce qui se passe en même temps, hein. On prend souvent, nous, l'exemple du dribble au basket. Au début, quand tu apprends ton dribble, tu as les yeux rivés sur le ballon, donc l'attention est focalisée pour pas perdre le ballon, etc. Puis au fur et à mesure que tu automatises le geste, tu passes d'un contrôle visuel à un contrôle proprioceptif. Et là, tu libères ton regard pour aller prendre des informations et tu vas enfin voir tes partenaires qui sont démarqués. Et ça, c'est le signe que ton mouvement progresse, mais à un coût cognitif qui est moins élevé. Et si on transpose ça sur de l'activation cérébrale, c'est pour cette raison-là qu'on observe finalement moins d'activation sur les régions supérieures, les régions corticales, chez les experts que chez les débutants. Et ce qu'on a montré dans cette étude en imagerie, c'est un petit peu le reflet de ça. C'est-à-dire que chez les débutants, on a une activation qui est plus importante à la surface du cortex, donc sur la couche la plus élevée, hein, le dernier niveau du système nerveux central. On a plus d'activation, c'est assez diffus, il y a beaucoup de régions qui sont activées qui ne devraient pas l'être forcément. Donc voilà, on a un réseau qui n'est pas très efficient, on va dire. Alors que chez l'expert, c'est beaucoup plus restreint. C'est ciblé sur les régions qui sont les plus importantes. Hein, c'est épuré, en quelque sorte. Et ça reflète un peu cette efficience neurale-là. C'est-à-dire qu'il est plus efficace et à moindre coût. Ouais, c'est assez troublant. Effectivement, un appareil comme l'IRM fonctionnel, c'est très coûteux, c'est impossible à déplacer, si je puis dire. On ne peut pas le faire de forme écologique. Est-ce qu'il existe des outils qui permettent dans une moindre mesure, d'avoir quand même des informations, pas seulement sur de la visualisation dans une IRM fonctionnelle, mais carrément sur le terrain? Ouais, tu as tous les outils justement du système nerveux neurovégétatif, qui est en fait le système nerveux périphérique, et qui va retranscrire les opérations centrales, puisque normalement ce qu'on fait en imagerie, ça induit une plasticité cérébrale. Mais on va avoir des témoins qui finalement sont plutôt à la surface du corps, enfin qu'on peut enregistrer à la surface du corps, et qui sont beaucoup plus ambulatoires. C'est-à-dire que là, on peut les utiliser sur le terrain, pendant le mouvement, pendant l'imagerie, donc c'est moins restrictif qu'une IRM ou qu'un EEG où là, il ne faut pas bouger, et finalement, on a des données qui sont assez intéressantes et exploitables. Alors, je te prends quelques exemples, c'est pas forcément la variable qu'on va le plus utiliser, parce que c'est pas la plus informative, mais à comprendre, elle est relativement simple. Quand on prépare un mouvement, on a une redistribution du volume sanguin en direction des muscles. Cette redistribution du volume sanguin, on va aussi l'observer quand on imagine le mouvement. Donc si on enregistre l'activité des vaisseaux capillaires, notamment des profonds, on le fait souvent au niveau de la main, comme il y a une redistribution du volume sanguin en direction des muscles, nous on va observer une diminution de ce débit sanguin cutané au niveau de la main. Et donc ça va devenir un témoin de cette redistribution, et ça va finalement de manière indirecte, ça reste une inférence, c'est-à-dire qu'on pose une hypothèse, c'est que parce qu'on envoie le volume sanguin en direction des muscles, c'est comme si on se préparait à agir. Alors c'est pas le plus sensible des marqueurs. On va plutôt aller regarder ce qui se passe sur l'activité électrodermale, donc l'activité électrique au niveau de la peau. On va aller regarder ce qui se passe sur éventuellement la température cutanée, sur la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire. Et là, on va avoir plein d'informations. Par exemple, quand on s'imagine un mouvement, quand on s'engage dans la représentation mentale, très souvent on observe une bradycardie, donc une diminution très rapide de la fréquence cardiaque, qui n'empêche pas la mobilisation des ressources. C'est une réponse qui est très très courte, mais qui va chuter de 30-40 battements par minute en l'espace de 2-3 secondes. Et ça, on sait que c'est un témoin de la focalisation attentionnelle. Donc c'est un marqueur, si tu veux, de la concentration, pour le dire de manière très, très simpliste ou très générique. Et c'est souvent, quand on s'engage dans la représentation mentale, un des marqueurs qu'on va aller rechercher. On regarde aussi les variations on va dire de la fréquence cardiaque qui sont indexées sur la respiration. Et ces variations, ça s'appelle l'arythmie sinusale respiratoire. C'est un témoin également en fonction de la sinusoïde qui va être observée sur le signal cardiaque. On va voir que c'est un resserrement ou un élargissement, et ça, c'est un témoin de la focalisation attentionnelle ou au contraire du relâchement. Donc si tu veux, on va avoir des marqueurs comme ça qui deviennent accessibles, qui nécessitent un petit peu de connaissances et d'outils, bien sûr, mais qui sont accessibles sur le terrain et qui sont de bons témoins, finalement, du fait qu'on s'engage dans un travail mental, de la qualité, indirectement, de ce travail mental-là, et voire même de la fatigabilité. C'est-à-dire qu'on peut presque faire un suivi en temps réel, et on peut se rendre compte qu'au bout de quelques essais, la personne commence à avoir du mal en termes de concentration, de lucidité, de lassitude. Et là, on sait qu'il va falloir divertir, introduire un mouvement, faire une rupture par rapport au travail, parce que sinon, il va s'installer une forme de fatigabilité, donc de détérioration ou de dégradation du travail. Ok, d'accord. Et donc ça, forcément, c'est de manière simultanée. Est-ce que ça peut être aussi utilisé sous forme de marqueurs de fatigabilité, mais
va dire, un peu chroniques, comme pourrait nous donner des informations, la variabilité de la fréquence cardiaque, etc., avec des capteurs? Alors oui, on va l'utiliser, la variabilité de la fréquence cardiaque d'ailleurs. On peut en avoir, on va avoir un petit peu des deux, c'est-à-dire que pour les exemples du système nerveux végétatif, ça reste un système d'alerte. Donc il réagit finalement dans l'immédiat à la situation. C'est un système qui est censé mobiliser les ressources ou au contraire les ramener à l'état d'équilibre pour faire face à une situation et être capable d'être efficace dans la situation. Maintenant, on va quand même avoir des marqueurs qui vont nous permettre d'apprécier sur le moyen long terme qu'effectivement, ne serait-ce que sur le niveau d'activation physiologique, on sait que la personne va être dans un état qui est propice au travail ou pas. Et ça, on évoquait tout à l'heure les domaines d'application, on va pouvoir le croiser avec l'objectif. Par exemple, si mon objectif c'est de travailler sur l'individu, donc plutôt sur l'anxiété, sur le stress, sur la confiance en soi, c'est une forme de travail que je vais plutôt faire de manière décontextualisée, donc déconnectée du terrain, et sur laquelle je vais plutôt facilement combiner ça avec de la relaxation, la sophrologie, des techniques qui permettent de diminuer l'éveil physiologique. Et là, je peux avoir des très bons marqueurs physiologiques qui me montrent que je suis dans un état qui est propice à cette forme de travail-là. Si en revanche, je veux travailler sur le terrain, sur une forme plutôt intégrée, plutôt sur le geste sportif, où là, j'ai plutôt tous les intérêts du monde à être à proximité du mouvement réel, parce que je suis dans le bon éveil physiologique, je suis dans le bon contexte, je suis dans la bonne posture. Il y a le mouvement qui nourrit ma représentation mentale et inversement. Là, je vais plutôt avoir des marqueurs de l'activation physiologique qui vont me permettre de rendre compte du fait que la personne est dans de bonnes dispositions mentalement pour travailler. Donc, on va pouvoir avoir des marqueurs, si tu veux, un peu de repère ou de suivi, et pas simplement des marqueurs hyper aigus ou que sur le moment qui pourraient faire une sorte de signature du travail qui vient d'être effectué. Ouais. Ok, super intéressant. Tout à l'heure, tu parlais de blessures. Quel impact a une blessure sur le cerveau de nos sportifs? Alors l'impact, il est assez monstrueux en réalité, pas forcément sur le cerveau. Moi, je le vois vraiment de manière beaucoup plus holistique, beaucoup plus globale. C'est-à-dire qu'en fait, on va avoir un impact qui va déjà toucher, si on prend une blessure traumatique, assez classique. Alors, on étudie beaucoup la rupture du ligament croisé, mais ça pourrait être n'importe quel type de blessure. On a une incapacité motrice. Voilà, cette incapacité motrice, elle va induire des limitations dans la faculté de mouvement, donc une déperdition, une sorte de déconditionnement, une perte de force, une perte du volume musculaire. Voilà. Plus l'immobilisation va être longue, plus il va y avoir ce conséquence-là au niveau physique. Donc on va pouvoir cibler des interventions qui vont limiter cet effet-là. Si tu veux, j'y reviens dans un petit moment, on peut discuter de pourquoi et de comment ça marche. Mais je vais aussi avoir des répercussions sur le côté psychologique. C'est-à-dire les conséquences que ça a, la représentation que je m'en fais, le fait que ça n'arrive pas au bon moment, les inquiétudes, les croyances. Et le cerveau humain, il a une capacité à venir valider ces croyances de départ qui sont monstrueuses. Donc dès que je m'installe dans des croyances limitantes ou négatives, je trouve toujours un moyen, par des biais cognitifs ou perceptifs, de venir valider ces croyances de départ-là. Et c'est ce qu'il y a de pire, ça. Ça, il faut vraiment casser ce mécanisme-là. Et pour prendre un exemple ultime, une immobilisation de longue durée, ça va se traduire par différents effets, même au niveau cérébral. C'est-à-dire que ce qui va se passer, c'est que le schéma moteur va être un petit peu aux abonnés absents, même pas au ralenti, c'est qu'il va plus être activé. Et en fait, la carte corticale, qui est normalement dédiée au contrôle moteur et à la réalisation de ce mouvement-là, si on reste trop inactif, elle va être grignotée par celles qui sont juste à côté. C'est-à-dire que du coup, il va y avoir une réorganisation en permanence. Le cerveau n'aime pas trop ce qui reste inactif. Et donc, du coup, il va prélever les neurones, il va les intégrer dans d'autres réseaux. Et on va observer des variations, une forme de plasticité cérébrale qui est consécutive à la lésion et qui est problématique. Si je prends l'exemple ultime chez des personnes qui sont amputées, par exemple, on appelle ça l'envahissement du territoire neuronal. C'est-à-dire que comme la zone qui est dédiée au contrôle, si on prend l'exemple du membre supérieur, elle est censée envoyer la commande motrice et contrôler les mouvements du membre, mais qui n'est plus là, les neurones sont prélevés et vont être intégrés dans d'autres réseaux. Alors ça, sur le papier, c'est intéressant, parce qu'en soi, on enrichit d'autres réseaux et on ne laisse pas des neurones inactifs, mais c'est aussi en partie responsable des douleurs fantômes. Donc du coup, il y a des effets un peu maladaptatifs, on dit, qui sont des conséquences qui font qu'on va plutôt chercher à recalibrer en réalité le fonctionnement de départ. Et donc il y a cette plasticité qui va s'installer, et l'objectif quand on va être blessé, par exemple, et je prends l'exemple de la rupture du LCA, du ligament croisé antérieur, comme on risque d'être inactif pendant un certain temps, ou qu'on va commencer par une récupération passive très limitée, en gros, il va y avoir plusieurs phénomènes. Il va y avoir une fonte musculaire, très rapide, qui commence au bout de 3 jours et puis qui va s'accélérer. Alors là, la mauvaise nouvelle, c'est qu'on ne pourra rien faire.
L'imagerie n'aura pas d'effet pour limiter la fonte musculaire. Et D'accord. puis, il va y avoir une sorte de réorganisation cérébrale et donc de diminution des capacités fonctionnelles, cet envahissement, pourquoi pas, de la région corticale qui est dédiée à ça. Et là, par contre, le travail qu'on va pouvoir mettre en imagerie, il va avoir pour objectif d'entretenir, pour le dire comme ça, le programme moteur. Donc il va induire une plasticité cérébrale qui va indiquer au cerveau que c'est presque comme si on était en train de faire le mouvement. Donc on va façonner le cerveau, maintenir, si tu veux, la carte corticale et le schéma, on va dire, fonctionnel. Et ça va permettre de limiter la perte de force. Alors pas par la limitation de la fonte musculaire, mais par une meilleure synchronisation des unités motrices ou une meilleure réactivation musculaire. On va être sur les facteurs nerveux de développement de la force. Et en fait, en jouant sur ces facteurs-là, on va maintenir ce qui était présent avant la blessure, et ça va permettre de repartir avec un niveau de force un petit peu plus élevé. Donc on va chercher à jouer sur ce paramètre-là. Donc si je dois résumer, oui, il y a des changements au niveau cérébral qui sont induits par la blessure et surtout par l'immobilisation. Et l'avantage, c'est que l'imagerie, elle permet, entre guillemets, de compenser une forme de plasticité qui va être directement induite par cette immobilisation-là, en mettant en place une autre forme de plasticité qui va le compenser, justement, et faire en sorte que ça reste toujours fonctionnel. Ok. Justement, est-ce que tu peux nous donner un peu un cas pratique dans le cas, comme tu le disais, d'une rupture du ligament croisé antérieur? On sait qu'il y a pas mal de confrères qui suivent ce type de sportif pour justement, notamment dans les premiers jours après une opération, pour les accompagner au mieux. Ouais. Alors, si je dois le résumer en une seule phrase, et puis après je vais prendre un exemple, c'est d'essayer de mobiliser mentalement ce que je ne peux pas ou pas encore faire totalement physiquement. Et plus je vais le mobiliser mentalement, plus je vais l'entretenir, entre guillemets. Alors ça, plus vite on le fait, mieux c'est. Dès que je peux, d'accord, l'idée c'est de s'engager, d'être capable de le faire. Et là, la première limite à laquelle souvent les personnes sont confrontées, c'est la douleur. Parce que quand la douleur est très vive, on est quand même dans un état, il y a une alerte, il y a un état physiologique, il y a une interprétation de l'inconfort qui est qui est induit par la douleur, qui parfois peut empêcher de s'engager dans ce type de travail-là. Donc souvent, au tout début, sur les premiers jours, c'est vrai que le travail est très souvent axé sur l'acceptation, la douleur, le fait de prendre un petit peu de recul et de se mettre dans de bonnes dispositions pour pouvoir travailler. Et donc là, tu as deux cas de figure. Tu as le baromètre qui fait que tant que la douleur n'est pas passée, que la personne n'est pas dans un état où elle se sent mieux, elle n'arrivera pas à s'engager dans un travail, même simplement de simulation mentale. Et donc dans ce cas-là, faut vraiment accentuer le travail sur la douleur. Et puis tu en as d'autres qui vont dire, ok, quand j'ai mal, effectivement, c'est peut-être pas le meilleur moment, mais j'ai pas mal H24, et donc du coup, ça peut être intéressant, sur les moments où je suis un petit peu plus tranquille, de pouvoir m'engager sur le travail. Et là, faut pas hésiter à commencer. Et donc du coup, qu'est-ce que tu vas faire? En fait, tu vas commencer à mobiliser mentalement ce que tu ne peux pas faire physiquement. Et c'est ça qui va induire la plasticité cérébrale, qui va entretenir le programme moteur, qui va jouer sur la synchronisation des unités motrices et qui va faire que tu repars avec un niveau de force qui est un peu plus élevé que si tu te contentes de la rééducation classique. Et là, qu'est-ce que je leur fais faire, moi, par exemple? Je commence toujours par des exercices qui sont très simples. Des flexions-extensions, des contractions isométriques. Donc simplement mobiliser mentalement la partie du corps qui est blessée sur des mouvements qui sont au départ très simples et que je vais complexifier progressivement. Donc on va passer des mouvements de ce type-là à des mouvements de marche, de course, de saut unipodal, de déplacements latéraux, de travail sur support instable, de pédalage, etc. Et puis à la fin, pourquoi pas des mouvements sportifs. Et en fait, à chaque fois, en faisant ça, tu vas mobiliser mentalement la partie du corps qui est blessée par le recrutement au niveau neuronal des neurones qui sont censés contrôler ces mouvements-là. Moi, ce que j'aime bien faire, donc, c'est avoir ce côté complexité progressive du mouvement. Et j'hésite pas à aller relativement loin dès le départ. C'est-à-dire que très vite, je vais proposer des mouvements qui sont assez complexes parce que ça va me permettre de couvrir finalement un peu l'intégralité des types de contractions, des types de sollicitations, même si c'est très très loin de ce que la personne est capable de faire physiquement. Et dans ce cas-là, tu as de nouveau deux cas de figure. Soit tu as la personne qui te dit « Ok, il n'y a pas de problème, je suis blessé, mais mentalement, je peux le faire. Donc je me projette, j'imagine les choses, c'est réaliste, tout va bien. » Puis tu en as d'autres qui vont dire « Non, mais moi, je peux pas. Stop, c'est trop en décalage avec ce que je suis capable de faire. Je ne suis pas capable de faire une flexion-extension. Tu ne peux pas me demander d'imaginer un mouvement où je suis sur le terrain en train de faire des déplacements d'appui avec des enchaînements excentriques-concentriques. » Donc dans ce cas-là, faut revenir et il faut calquer un peu plus à la rééducation et à ce qui est capable de faire la personne en rééducation. C'est un peu moins diversifié, je trouve un peu moins riche du coup, mais c'est plus réaliste et si la personne elle a besoin de ça, on reste dans ce cadre-là. Mais voilà, en une phrase, le schéma il est assez simple au final, c'est mobiliser mentalement ce que tu peux pas encore faire physiquement. Ok, je vois. Évidemment, là-dessus, tu n'as pas de feedback direct. Donc, comment en fait tu programmes les choses pour que ça soit cohérent? Est-ce que c'est des sessions que tu vas faire,
sur 10-15 minutes? Est-ce que ça va durer 1 heure? À quelle fréquence, en fait, tu vas mettre ce type de stimulation? Moi, j'appelle ça les préconisations d'usage. C'est un peu les règles de pratique. Là, on a des règles qui sont surtout liées à la capacité, au confort et au degré, ou à la faculté de représentation mentale de la personne. Souvent, quand la personne est blessée, elle a plus de capacité, elle est plus disponible, déjà parce qu'elle a plus de temps, parce qu'elle est moins sollicitée en dehors, et puis parce que ça devient une telle source d'amélioration que finalement, elle arrive à s'engager un peu plus dans ce genre d'activité-là. En fait, moi, ce que je propose généralement, c'est de commencer sur 2 à 3 séances par semaine. Effectivement, sur des séances plutôt courtes, comme tu l'as dit, sur des séances qui ne vont pas excéder 15-20 minutes. Ça ne sert à rien. Vaut mieux faire plusieurs petites séances qu'une séance trop longue. Et par contre, après, je vais ajuster en fonction et je vais doser en fonction de la capacité et du confort de la personne. Si elle est capable d'en faire tous les jours, je ne vais pas me priver pour en faire tous les jours. Et c'est vrai que dedans, je vais planifier le travail avec une logique que si par exemple je fais des exercices de musculation mentalement, où la personne elle mobilise des charges avec différents types de contractions, différentes vitesses d'exécution, différents temps sous tension, je vais essayer de refléter la réalité. C'est-à-dire que si je fais faire un exercice en hypertrophie, en endurance de force ou en force maximale, l'idée c'est d'aller rechercher les sensations et la réalité du mouvement, le côté réaliste du mouvement lorsqu'elle l'imagine. Et donc également la durée de ce mouvement-là, que ce soit approximativement la même. En revanche, les temps de récup, on n'a pas besoin, puisqu'il n'y a pas de dépense énergétique, donc il n'y a pas le côté physiologique, il n'y a pas besoin d'avoir autant de récup sur de la force max que quand on le fait sur de l'entraînement de la force. Et donc là, l'idée, c'est de dire, ça, je vais le doser de manière à ce que ça rentre dans ma séance de 15-20 minutes, que ce soit réaliste par rapport à l'effort que je vais produire, et qu'il n'y ait pas une surcharge non plus cognitive avec trop d'essais à l'intérieur de la séance. Et donc, du coup, on va se retrouver sur... généralement des séances, j'ai en tête quelques suivis que j'avais fait là récemment avec des différents types de blessures, mais des séances qui vont durer 15 à 20 minutes à peu près, dans lesquelles moi j'aime bien segmenter en 4 types d'exercices, et tu vas avoir peut-être une vingtaine ou une trentaine de représentations mentales au total à faire, où je fais à chaque fois 3 ou 4 séries par exercice. Tu vois. Je vais planifier ça un peu comme une séance de muscu en quelque sorte, sur 3-4 sets, sur une barre ou sur un mouvement, et puis tu vas faire ça sur les agonistes, les antagonistes, travailler un peu de synergiste également, ou un peu plus corps total, puis tu vas varier d'une séance à une autre, et ça fait des séances qui sont assez faciles à intégrer en réalité dans le travail. Ouais, donc est-ce que ça te paraîtrait cohérent qu'un kiné, au sein de sa séance, voire même peut-être pendant les repos d'un exercice, admettons sur un leg extension pour stimuler son quadriceps, demande à son patient de visualiser le mouvement, de se représenter ce que ça va faire sur lui, etc., et de ressentir les choses, puis ensuite d'enchaîner la série. Oui, complètement. C'est complètement cohérent. D'ailleurs, les interventions ou les formations qu'on fait auprès des kinés, des gens qui sont dans le domaine médical et paramédical, va un petit peu dans ce sens-là. Tout le travail fonctionnel de la récupération, idéalement, c'est un travail intégré. Le travail qui va être fait de manière un peu plus dissociée, c'est le travail sur la douleur, par exemple, ou le travail sur un schéma de guérison, ou sur des choses qui sont un peu plus individualisées et liées à la personne. Mais dès qu'on peut, c'est un peu comme sur l'entraînement technique. Effectivement, on va se rapprocher des séances de kiné et d'ergo pour les faire juste avant, juste après, pendant, si on a la possibilité de le faire pendant, par l'intermédiaire des kinés et des ergothérapeutes s'ils sont formés ou si c'est des choses qu'ils veulent intégrer dans leur pratique. Et ils se forment de plus en plus. C'est même dans leur cursus de formation maintenant. Et c'est complètement cohérent parce que c'est comme pour le travail technique. En fait, le mouvement réel va nourrir la représentation mentale, et la représentation mentale, donc l'imagerie, va aussi nourrir le mouvement réel. Donc du coup, il y a une sorte d'effet réciproque entre les deux, qui est propice à ce que les deux soient le plus efficaces, et donc permettent une meilleure récupération. Ok. Et je regardais une vidéo il y a quelques temps en arrière de Vincent Kompany, donc qui est le coach actuel du Bayern de Munich, et qui a été un grand joueur de football, notamment à Manchester City, et qui disait que quand il était blessé, il regardait pas mal de matchs, et pendant ces choses-là, il s'imaginait en fait comment contrer l'attaquant, comment il effectuerait la passe, et il disait qu'il avait énormément appris pendant ces périodes-là. Est-ce que toi, justement, tu fais la distinction entre l'imagerie motrice de manière
simple, on va dire, et celle en intégrant un écran et Ouais, du complètement. coup en associant l'écran. C'est super que tu prennes cet exemple-là parce que ça a été un des ambassadeurs justement et assez tôt de Vincent Compagnie de l'imagerie. Lorsqu'il était blessé, il l'a beaucoup exprimé, alors même que c'était pas encore vraiment intégré dans les consciences et dans la pratique. Et c'est bien parce qu'en fait, ce qu'il décrit là, c'est un peu la dernière forme de travail qu'on utilise pendant la blessure. Parce que là, on a évoqué tout à l'heure un peu la douleur, la confiance, donc plutôt l'individu. On a évoqué la récupération fonctionnelle, donc plutôt le fait de retrouver des capacités qui ont été altérées par la blessure. Et en fait, la dernière forme qu'il présente ici, c'est ce que j'ai appelé les effets sportifs. C'est-à-dire qu'en fait, comme il est blessé, il peut continuer à s'entraîner mentalement, alors qu'il ne peut pas physiquement. Et donc il va le faire en s'imaginant des situations réalistes et réelles de son activité, donc des situations d'opposition, des situations lui était défenseur, donc beaucoup de 1 contre 1, d'intervention, de positionnement, donc des schémas de jeu et des faits de jeu. Et là en fait il fait une imagerie qui correspondrait à ce qu'on pourrait lui faire s'il n'était pas blessé du point de vue de la technique. Et c'est hyper intéressant parce que ça veut dire que, bien qu'étant blessé, tu peux tout à fait continuer à travailler sur la dimension technique, tactique, tous les autres aspects finalement que la blessure, à la différence que tu ne peux le faire que mentalement. Et là, ça pose plusieurs choses. La première, c'est que si tu fais ça, il faut que tu le fasses avec la même rigueur que quand tu t'entraînes d'un point de vue technique. Souvent, je dis, il faut que ça respecte les exigences spatio-temporelles du mouvement. En gros, on fait de l'imagerie, on fait pas de l'imaginaire dans ces moments-là. Alors que sur la douleur, par exemple, tu vas faire beaucoup d'imaginaire. Donc pas d'approximation, et que tu sois blessé, c'est pas une excuse. Il faut que dès que tu rentres dans une logique de je me représente mon geste, ton geste, il est dans une finalité, avec un timing, avec un tempo, une vitesse d'exécution. Il doit être hyper rigoureux. Donc ton imagerie doit être hyper rigoureuse. Et effectivement, la manière dont il le fait, et c'est une grande tendance actuelle, c'est de combiner l'observation et l'imagerie. Et c'est vrai que c'est deux outils qu'on a longtemps opposés, l'observation et l'imagerie, parce qu'ils ont tous les deux des avantages et des inconvénients. Ils ont tous les deux finalement des marqueurs cérébraux qui les rapprochent de l'exécution réelle. On en parlait pour l'imagerie tout à l'heure, mais l'observation en a également. Et c'est vrai que depuis quelques années, on voit la consigne explicite d'imaginer tout en observant. Et ça pose tout de suite une question, c'est que si j'imagine ce que j'observe, ça marche bien, parce que je suis en train de reproduire finalement, c'est une sorte d'imagerie guidée avec un feedback visuel, donc ça marche bien. Ça ne veut pas dire que c'est facile, mais ça marche bien, on peut le faire. Par exemple, moi j'aime bien demander aux personnes de se regarder en vidéo, donc ils ont une vision plutôt externe d'eux-mêmes en train de faire le mouvement, et je leur demande d'essayer de rester connectés, de ressentir, de percevoir les sensations du mouvement qu'ils sont en train de regarder. Donc il y a une forme de travail visuel et en même temps de représentation mentale sur les sensations. Voilà. Mais là, on imagine vraiment exactement ce qu'on observe. Et puis, il y a un cas de figure où on ne va pas imaginer exactement ce qu'on observe, on va amener des petites modifications. Et c'est exactement ce qu'il fait. Et en fait, ce qu'il fait, lui, c'est qu'il regarde la vidéo d'adversaire ou d'une situation dans laquelle il n'est pas, et il va s'imaginer ce que lui aurait pu faire, comme tu le décrivais, s'il avait été confronté à tel attaquant ou à telle situation. Ce qui veut dire que ce qu'il imagine, c'est pas exactement ce qu'il observe. Ce qui, sur le papier, est beaucoup plus difficile. Mais dans les faits, on le fait tous très naturellement. Là où ça devient difficile, c'est qu'on ne sait pas jusqu'à quel seuil on peut aller de différence entre ce que j'imagine et ce que j'observe. Tant que ça reste dicté par la situation, ça marche. Dès qu'on est dans une situation qui est un peu trop complexe pour le cerveau ou trop différente, ça marche plus. Et dans les activités sportives, on le connaît pas, ce seuil-là. Ils l'ont montré, j'ai un collègue, Stéphane Vogt, qui travaille beaucoup là-dessus. Ils ont montré que, par exemple, d'imaginer un mouvement et d'en observer un autre dans des plans de l'espace différents, c'est trop compliqué. Voilà, en termes de paramétrisation du geste, ça dégrade finalement les deux tâches, elles deviennent concurrentes. En revanche, dans la pratique sportive, jusqu'où on peut aller en termes de différence pour savoir si ça devient concurrent ou si c'est simplement un effort qui va être intéressant parce que ça permet d'envisager ce qu'on aurait pu faire, une possibilité d'action, ça on ne sait pas. Et donc du coup, la consigne un peu par défaut, c'est de se dire, okay, il ne faut pas que ce soit trop différent, il faut rester dans le contexte de ce qu'on observe, et il faut être capable d'ajuster, moi j'aurais pas fait ce type d'intervention, j'aurais plutôt fait ça. Et d'ailleurs, ça ouvre sur d'autres formes de travail qui sont hyper intéressantes, qui sont, par exemple, tu fais un arrêt sur image, et de dire, ok, stop, à partir de là, qu'est-ce qu'on peut envisager d'autre, de différent, et tu déroules un autre scénario. Et là, on va basculer sur un travail un peu tactique qu'on envisageait, et sur comment éduquer ta capacité d'adaptation, et le fait de projeter sur quelque chose d'un peu différent de ce que tu as vécu, mais qui pourrait te permettre d'être plus efficace si tu étais amené à le vivre. Mais voilà, ça c'est un peu autre chose, mais
Du coup, pour répondre un peu plus précisément à ta question, oui, c'est intéressant. D'ailleurs, je pense qu'aujourd'hui, d'un point de vue scientifique, l'idée, c'est de se dire, OK, on connaît l'imagerie, on sait que ça marche bien, on sait à peu près quelles sont les consignes à respecter en fonction de l'objectif pour que ça marche bien. Et aujourd'hui, on a envie encore de plus. Donc, comment est-ce qu'on pourrait booster cet effet-là? Et une manière de booster, c'est d'avoir une stimulation secondaire en même temps. L'observation en est une. Le mouvement en est une. L'imagerie dynamique, le fait de bouger en faisant de l'imagerie, par exemple, c'est une stimulation par le mouvement. On crée un feedback réel. Il y a des techniques de stimulation cérébrale qu'on peut utiliser également, ou de stimulation auditive. Donc on a des entrées comme ça qui font que on va stimuler le cerveau parce que je m'engage dans une représentation de l'action. Ça, c'est l'imagerie. Et on va stimuler en même temps le cerveau par une autre forme de travail, comme l'observation, le mouvement, l'audition ou l'activité cérébrale, la stimulation cérébrale. Et là, l'idée, c'est de se dire, avec un peu de chance, on va cumuler les deux effets, on va les additionner, et il y aura encore plus d'efficacité du travail. Ouais, en fait, je trouve ça hyper enrichissant parce que ça montre que, en fonction de la passivité ou justement la manière très active de regarder et de consommer, si je puis dire, du contenu sport, peut avoir un effet complètement différenciant et être un vrai bras de levier pour tout sportif, même sain, mais effectivement, comme on le disait, avec des sportifs qui sont blessés et comme disait Vincent Compagnie, finalement avoir certains gains. Donc c'est assez intéressant. On parlait donc de douleur, on a parlé de récupération fonctionnelle. Quid de l'appréhension du retour sur le terrain? On sait que après une blessure, c'est pas toujours évident pour certains sportifs, surtout quand il y a eu une chirurgie. Comment l'imagerie motrice peut aider les sportifs à revenir sur le terrain en toute sérénité? Ouais, c'est une super question. Là, on est clairement dans la réathlétisation et on est dans une phase où très souvent, il y a une appréhension qui est assez difficile à objectiver, qui est assez difficile à palper, qui se traduit par des douleurs qui sont perçues, mais on ne sait pas trop si elles sont virtuelles ou réelles. De toute façon, ça reste une interprétation, un inconfort. Il y a une crainte que l'articulation, le muscle n'est pas suffisamment récupéré, alors que tous les voyants médicaux sont ouverts. On a en quelque sorte les pieds sur le frein et on n'a pas un engagement optimal ou maximal dans la situation, ce qui fait que du coup, on est dans cette forme un petit peu d'appréhension. Là, le travail mental, il peut être intéressant au même titre que quand on veut corriger un geste avec un préconditionnement. C'est-à-dire qu'en fait, c'est forcer en quelque sorte, enfin, forcer c'est pas le bon mot, mais c'est façonner le cerveau pour que ce que je vais faire juste après physiquement, ce soit finalement plus fluide, plus automatique et que ça vienne valider le conditionnement un petit peu que j'ai voulu préétablir. Et donc dans les exercices de réathlétisation, on a beaucoup d'exercices qui se font sous forme de travail de sensation, d'explosivité, de reprise d'appui, tu vois, ce genre de petites choses-là, des petits circuits. On peut tout à fait demander à la personne, dans un premier temps, de se projeter mentalement en train de le faire et de guider ce travail mental avec vraiment des termes qui sont très positifs. C'est-à-dire, il ne faut surtout pas parler d'inconfort, tu vas le faire sans inconfort, tu vas le faire sans gêne, parce que ça a une connotation qui est négative, qui va attirer leur attention sur les risques potentiels. Mais en fait, on va vraiment formuler la chose en disant, essaye de simplement te projeter mentalement en train de faire la séquence avec vraiment des appuis très solides, très ancrés dans le sol, de l'explosivité, une articulation qui est robuste, un muscle qui est puissant. Tu vas trouver des termes qui vont, entre guillemets, nous ancrer dans le positif et nous permettre de nous projeter de manière positive et réussie sur la situation d'exercice qu'on va faire derrière. Ce qui fait que du coup, on préconditionne ce qui va se passer. C'est un peu du Pavlov, c'est un peu les chiens de Pavlov, c'est vraiment dans cette logique-là. Et derrière, ce qu'on va faire physiquement va être de nature à venir renforcer ce qu'on s'est préconditionné mentalement à envisager. Alors, il faut être très vigilant sur le fait que parfois, quand tu vas faire le mouvement, tu vas effectivement avoir des gênes. Il faut être capable de les apprécier, savoir dans quelle mesure c'est de l'appréhension ou ce sont des retours sensoriels qui sont réellement des signes comme quoi il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut faire attention que quand on fasse l'imagerie, on n'induise pas de douleur, par exemple, parce que ça peut arriver aussi. Mais voilà, si on épure un petit peu le tableau, l'idée c'est de se dire, si je me conditionne à vraiment me placer dans une projection positive et réussie, que voilà, j'ai bien récupéré, que le muscle est puissant, etc., pour peu qu'il n'y ait pas de problème et qu'effectivement on soit bien dans cette configuration-là, ce qui va arriver derrière va venir vraiment valider et aller dans le sens de la croyance de départ. Et donc c'est vraiment un travail de conditionnement qu'on va pouvoir proposer et qui va essayer de chasser en quelque sorte ces appréhensions qui sont souvent des appréhensions de prudence ou de précaution. Ouais, non, mais ça peut être effectivement hyper puissant et parfois on est un peu démuni en tant que professionnel de santé à gérer des patients qui ont ces problématiques-là.
Et on se dit que, en fait, fonctionnellement, ils sont capables de tout faire, ils ont les capacités motrices de tout faire, mais effectivement, il peut y avoir certains blocages. Donc, c'est assez puissant comme exercice à faire, effectivement. En termes de diminution du risque de blessure, est-ce que l'imagerie motrice pourrait permettre aux sportifs de diminuer tout simplement le fait qu'ils se blessent? Alors ça, c'est toujours la question un petit peu bonus. Sur le papier, j'ai envie de dire oui, mais à prouver et à objectiver, c'est quasiment impossible. Alors, il y a deux questions. Alors, il y en a une, c'est une erreur, mais j'y pense là maintenant, ta question m'y fait penser, donc je fais juste une petite parenthèse. Par exemple, l'objectif, c'est de se dire, je vais utiliser de l'imagerie ou même un autre outil pour essayer de récupérer plus vite. C'est pas l'objectif. Il faut pas que ce soit l'objectif. D'accord, c'est pas à nous de décider de cet objectif-là. De toute façon, ça appartient au corps médical et ensuite au staff. Mais l'idée, c'est de récupérer mieux ou plus, mais pas forcément de récupérer plus vite. Et si ça nous permet de récupérer plus vite, tant mieux. Mais faut pas que ça devienne un objectif. Je suis pas là pour déjouer les diagnostics médicaux. Et finalement, pourquoi j'y pense? Parce que sur la prévention, c'est un petit peu la même chose. En fait, c'est très difficile de prouver, d'objectiver de manière, ou de garantir, on va le dire comme ça, que si je fais un travail d'imagerie prophylactique ou préventif, je ne vais pas me blesser. L'hypothèse, c'est que ça pourrait contribuer à diminuer le risque de blessure. Mais finalement, même si je mettais en place un protocole où j'ai un groupe qui fait de l'imagerie de prévention, puis un autre qui n'en fait pas, puis ceux qui ont fait de l'imagerie ne se sont pas blessés, j'ai aucune garantie en réalité que sans l'imagerie, ils ne se seraient pas blessés. Et en plus, c'est pas les mêmes individus, donc du coup, il y a un biais pour le coup, parce que c'est des groupes qui sont complètement indépendants. Donc sur de la prévention dite primaire comme ça, c'est très difficile à établir, même si on peut poser l'hypothèse. Mais j'ai deux études en tête, il n'y en a pas tant que ça, mais j'ai deux études en tête qui montrent qu'il peut y avoir un caractère préventif. La première étude, c'est une étude qu'on avait faite sur, alors c'est une population un petit peu plus âgée, mais sur la tendinopathie au niveau de l'épaule, syndrome de la coiffe des rotateurs. Où on avait une population qui avait une diminution de la faculté de mouvement, des grosses douleurs et donc une dégénérescence du tendon au niveau de l'épaule. Et en fait, on avait montré que lorsqu'on intégrait un travail mental dans la prise en charge thérapeutique, avec de l'imagerie de mouvement très simple, des mouvements d'élévation dans les différents plans de l'espace, des mouvements de lancer à bras cassés, mobiliser l'articulation de l'épaule, il récupérait une amplitude articulaire associée à une diminution un peu plus marquée de la douleur, ce qui fait qu'il récupérait de la faculté de mouvement. Et ça, c'est pas de la prévention primaire, très clairement, mais c'est une prévention secondaire. C'est-à-dire qu'on prévient des caractéristiques aggravantes de la blessure. Et ça permet de montrer que dans la prise en charge, il y a cette prévention on va dire de la spirale un petit peu négative dans laquelle on s'inscrit quand on est blessé, et que ça permet du coup de casser un petit peu cette dégradation-là. D'un point de vue un peu plus purement préventif, j'ai une autre étude en tête qui, sur l'idée était vraiment super intéressante. Ils avaient regardé une sorte d'imagerie prévention au niveau postural chez des basketteuses lors de la réception des sauts. Parce qu'il y a un valgus du genou, les genoux sont un peu plus sur l'intérieur chez les femmes que chez les hommes. Et dans une activité comme le basket, avec la répétition des sauts et donc des réceptions, il y a une contrainte qui est exercée sur un genou qui est un peu trop sur l'intérieur, qui est extrêmement problématique et qui prédispose à la rupture du ligament croisé antérieur. Et donc du coup, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis en place un travail de correction posturale sur les réceptions de sauts, pour avoir vraiment un positionnement un peu plus aligné de l'articulation et donc moins contraignant. Et ce qu'ils ont montré, c'est qu'ils regagnaient en amplitude au niveau de la hanche et au niveau du genou sur le mouvement, et qu'ils arrivaient à réduire le valgus dynamique du genou lors du mouvement. Et donc du coup, ça peut laisser penser, c'est pareil, c'est une hypothèse, mais ça peut laisser penser que comme il y a moins de contraintes, et de contraintes, on va dire, sur un terrain un petit peu fragile, ou en tout cas vulnérable, du coup il y a moins de risques de blessures et donc potentiellement il y aurait moins de blessures. Voilà, donc c'est pas une garantie, mais c'est effectivement une logique préventive qui me paraît cohérente et qui permet d'envisager que sur des cas un petit peu particuliers comme celui-ci, sur une réflexion sur les systèmes de contraintes, je pense qu'on peut avoir des effets qu'on pourra apprécier peut-être sur le terrain et pas garantir, mais qui pourraient être de nature à avoir une visée préventive ou prophylactique. Oui, bien sûr, parce que dans tous les cas, vu que la blessure est multifactorielle, c'est impossible de réduire complètement le risque de blessure, en tout cas avec une seule pratique. Mais effectivement, je trouve que c'est pertinent de se dire, OK, on a un outil en plus qui peut être pertinent et qui peut être associé avec certains sportifs, et surtout, comme tu le disais, sans coût énergétique. Donc ça, je trouve ça assez puissant. J'aimerais qu'on arrive sur le perfectionnement technique dont tu parlais tout à l'heure.
En kiné et en préparation physique, moi j'ai toujours entendu qu'il ne fallait pas toucher à la technique parce que c'était le rôle de l'entraîneur. Toi, comment tu t'assures de ne pas dénaturer le geste technique quand tu travailles sur cet aspect-là? Bah, je te remercie déjà de dire ça parce qu'il y a un peu une règle qu'il faut avoir à l'esprit. C'est que en aucun cas, l'idée c'est de se substituer à l'entraîneur, au staff et encore moins au sportif. Et quand bien même on est expert de la discipline, c'est pas notre sportif la plupart du temps. Donc ce qui est hyper important, c'est qu'en fait, dès qu'on commence à rentrer dans l'accompagnement de ce type-là, ça se fait de manière cohésive ou systémique. C'est-à-dire que pour moi, c'est une erreur de travailler sur de la technique et donc sur potentiellement moduler, attirer la personne sur la dimension technique alors que l'entraîneur n'est pas au courant. Donc il faut que l'entraîneur valide, il faut que l'entraîneur donne son accord, il faut qu'il sache ce qui va être fait, il faut qu'on s'assure que ce qu'on va proposer soit pertinent avec sa vision des choses à lui, etc. Enfin, voilà, il faut vraiment qu'il fasse partie, entre guillemets, de la situation. Ça paraît évident, mais c'est loin d'être le cas tout le temps, malheureusement. Hein, parce que il y a encore des cas de figure où, par exemple, dans certains cas, les sportifs ou les staffs considèrent que de travailler mentalement, c'est parce qu'on est vulnérable ou parce qu'on est fragile, donc il faut surtout pas que ça se sache. Et là, tu te retrouves à potentiellement travailler sur de la technique, mais on te dit, mais l'entraîneur, faut surtout pas qu'il soit au courant que je fais du mental, quoi. Voilà, donc j'espère que ça n'arrivera de plus, voire ou de moins en moins. Mais voilà, idéalement, on est vraiment dans cette approche systémique. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que on va travailler sur de la technique et déjà, on va le faire en situation intégrée, donc pendant les séances d'entraînement physique et technique, parce que c'est le meilleur moment pour le faire. Et puis, on va le faire en dehors des compétitions. C'est-à-dire que tout ce qu'on voit dans les routines de pré-performance, par exemple, on n'intervient surtout pas sur la technique à ce moment-là. Parce que là, tu mets le grain de sable dans l'engrenage. Hein, quand tu es sur de la performance, c'est l'automatisme qui déroule. Tu laisses l'automatisme se dérouler tel que tu l'as mémorisé et tu viens surtout pas réexercer un surcontrôle mental qui va te faire sortir. Voilà. Si tu commences à penser comment tu dois faire pour être efficace au moment où tu dois le faire, tu es sûr que tu ne seras pas efficace. Donc voilà, je sors vraiment parce que tout ce qui concerne la routine, ce qu'on appelle le petit rituel, hein, la petite préparation, on peut visualiser de la technique, mais pour moi c'est de la réussite, c'est de la confiance. C'est pas de la technique. La technique, on va la faire à l'entraînement. Et là, l'idée, ça va être de décortiquer, d'analyser, sans dénaturer le geste et sans le ralentir ou sans l'accélérer, d'être le plus proche possible du mouvement réel, mais d'être vraiment sur, je vais imaginer les différents éléments techniques, c'est-à-dire le comment je fais pour être efficace. Et là, on va pouvoir travailler sur de l'apprentissage, de l'automatisation ou éventuellement de la correction gestuelle. Et si tu veux, je peux te prendre l'exemple de la correction gestuelle. J'aime beaucoup cet exemple-là parce qu'il est, il est vraiment assez flagrant et il apporte une solution parfois très simple à une situation qui est catastrophique, qui est dramatique en termes d'effort et de coût à l'entraînement. C'est qu'en fait, quand tu automatises un geste, d'un point de vue moteur, donc pratiquement tous les gestes sportifs qu'on fait sont automatisés, et le propre de l'automatisme, c'est d'être imperméable aux perturbations externes, donc d'être imperméable au changement pour qu'il soit robuste, pour que dès que tu te retrouves dans une situation un petit peu contraignante, l'automatisme il s'effrite pas, il se dégrade pas et que tu restes efficace. Donc au final, quand tu automatises un geste, en gros, ça veut dire que le mouvement va pratiquement tout le temps se dérouler de cette manière-là, même si tu es dans une situation un petit peu contraignante. Et c'est ça qui le rend efficace. Et le problème, c'est que quand tu veux le corriger, ce geste-là, parce qu'il est imparfait, parce qu'il faut l'ajuster, tu es obligé de désapprendre pour réapprendre. Parce que justement, il est fait pour ne pas être modifié, enfin pour être imperméable aux perturbations. Et ça, c'est dur parce que tu dois déstructurer pour restructurer. Ça demande du temps, c'est complexe, c'est coûteux, et tu passes par des phases de contre-performance. Et c'est là que le mental est super intéressant parce que c'est un outil qui est très malléable. Tu fais ce que tu veux mentalement. Et donc, du coup, un peu comme pour la phase de réathlétisation dont on parlait tout à l'heure, là, l'idée, c'est de se conditionner. On va d'abord travailler mentalement pour commencer à inscrire le schéma neuronal du mouvement qu'on veut corriger. Et donc, du coup, tu vas te conditionner à le faire, ce qui fait que quand tu vas amener derrière le travail physique et le travail technique, tu vas le faire sur un schéma qui a commencé à être modifié, où il y a déjà des répétitions au préalable, et finalement, ça rend la chose un peu plus facile. Et il y a des protocoles qui sont assez redoutables d'efficacité pour ça, et qui permettent du coup de gagner du temps sur cette correction gestuelle et de faire en sorte d'améliorer la technique. Ok, trop cool. Et tu vois, en kiné, il y a j'allais dire une mode, mais en tout cas un précepte qui sort de plus en plus depuis quelques années, c'est la notion de focus externe. Ouais. On se rend compte qu'en échangeant, malgré tout, il y a quand même une notion de focus interne dans tout ce que tu vas faire. Toi, quel type de consignes tu vas donner et ne pas donner dans tes suivis ? Alors ouais, c'est effectivement, on se rend compte que le focus externe, et notamment chez les débutants, il est plus efficace la plupart du temps que le focus interne. Il permet une meilleure réalisation, un meilleur apprentissage, de meilleures performances.
Et c'est vrai que sur le travail mental, on a très souvent un focus qui va être un peu plus interne, parce qu'en fait, on veut vraiment s'associer à l'exécution du geste, aux sensations, et donc pour ça, on a plutôt tendance à se tourner vers nous en tant qu'acteurs. Et donc du coup, notamment sur la dimension kinesthésique, proprioceptive, on va aller chercher vraiment le fait de revivre le mouvement à travers les sensations qu'il induit habituellement. Alors nous, ce qu'on fait en imagerie la plupart du temps, c'est qu'on essaye de vraiment développer les capacités, j'appelle ça les fondamentaux, c'est-à-dire les différentes manières d'imaginer un mouvement, d'utiliser la représentation mentale du geste pour pouvoir combiner pratiquement de manière complètement libre les différentes modalités, les différentes formes de travail par la suite. C'est un peu le ciment fédérateur. Et une fois qu'on a les bases, derrière, entre guillemets, les protocoles sont beaucoup plus simples. On va beaucoup utiliser le switch ou l'alternance entre ce qu'on va appeler le caractère associé ou le caractère dissocié. Dans le caractère dissocié, si tu veux, tu es forcément en visuel de l'extérieur. Tu es spectatrice ou spectateur du mouvement. Donc tu te vois avec le corps dans l'intégralité du mouvement, tu vois l'intégralité de la performance. Ça permet d'apprécier le rendu, ça permet d'apprécier les postures, les amplitudes, etc. Et puis l'association, c'est plutôt la caméra embarquée. Donc là, tu vois ce que tes yeux voient habituellement quand tu fais le mouvement. Et on va élargir l'association. Alors on parle d'imagerie associée, c'est plutôt le visuel, mais quand on parle d'association de manière générale, on parle d'imagerie visuelle associée plus toutes les sensations, proprioceptives, tactiles, kinesthésiques, voire même les émotions, donc tout ce qui relève du corps. Et en fait, là, on va vraiment être actrice ou acteur du mouvement et on va s'imprégner de l'exécution réelle. Et c'est vrai que, quel que soit l'objectif du travail qu'on va avoir, on va beaucoup jouer sur cette alternance entre le dissocié et l'associé. Et parfois, il y en a un qui pourrait être ponctuellement plus intéressant que d'autres. Il n'y en a pas un qui est tout le temps plus intéressant que d'autres. Puis en plus, on a des préférences individuelles. Mais on va pouvoir cibler certains éléments. Si par exemple, je veux focaliser sur la prise de conscience de l'amplitude du mouvement, on va se mettre en dissocié. Si je veux cibler un peu plus sur le caractère de l'explosivité ou de la contraction, je vais plutôt me mettre en associé. Donc parfois, ça peut être intéressant. Mais il y a beaucoup de protocoles où en fait, on va jongler entre les deux. Et l'exemple du protocole de correction gestuelle, c'est essentiellement ça. C'est-à-dire que je vais beaucoup m'associer pour m'imprégner du changement et me dissocier pour contrôler visuellement que le changement est toujours présent. Et quand je m'associe, ok, le mouvement il est bien réalisé, je l'ai bien corrigé, hop, j'y retourne. Et là, je m'imprègne du changement, avec le caractère plus focus interne, du coup, et associé. Et je ressors pour contrôler. Tu vois, on va faire des allers-retours comme ça. Et ça va laisser des traces qui vont être hyper intéressantes et qui vont justement permettre un changement plus rapide. Ok, ouais, du coup, je trouve assez pertinent pour les confrères qui peuvent nous écouter de comprendre que cette association et cette dissociation que tu fais. Malgré tout, quand tu parles donc du geste technique, du geste sportif, on a cette imagination de faire le geste parfait pour que ça soit, comme tu le disais, le plus efficient possible. Tout à l'heure, donc, on parlait de l'haltérophile. En général, c'est des environnements qui sont relativement contrôlés. Il n'y a pas trop d'incertitude à ce niveau-là. En revanche, dans beaucoup d'autres sports, notamment les sports collectifs, mais pas que, il y a un gros chaos dans ce sport, beaucoup d'incertitudes parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer au fur et à mesure du match. Est-ce que finalement, l'imagerie motrice pourrait nous aider à diminuer l'incertitude au niveau du geste sportif ? Ah ouais, à 200%. Et je te décline la totale pour vraiment avoir la vision d'ensemble parce que on est obligé dans ces activités-là d'avoir une vision d'ensemble. On peut pas aller simplement sur un des aspects parce que ça nous cloisonne sinon. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est beaucoup plus facile d'envisager, et c'est d'ailleurs beaucoup plus utilisé et efficace, l'imagerie dans les habiletés fermées, là où il n'y a pas du tout d'incertitude. Dans les habiletés ouvertes, donc les sports collectifs, les sports d'opposition de manière générale, ou les sports de combat, on a énormément d'incertitudes et on ne peut pas tout travailler mentalement. En plus, tout à l'heure, on a dit qu'il faut que ce soit très très réaliste par rapport au mouvement réel, donc du coup, on ne peut pas travailler l'infinité des situations mentalement, on n'aurait pas le temps. Et puis on n'aurait pas la capacité de le faire. En revanche, ce qu'on peut faire, ce qu'on observe aujourd'hui dans ces activités-là, c'est qu'on réplique ce qu'on sait des autres habiletés fermées dans les habiletés ouvertes. Donc typiquement, ce que tu vas voir le plus, c'est par exemple de travailler l'imagerie au lancer franc, au service, à la réception de service, il y a un petit peu d'incertitude, mais pas énormément. Sur un geste technique isolé, sur un coup franc, sur un penalty, donc des situations qui sont relativement fermées en réalité. Et ça, on applique ni plus ni moins que ce qu'on fait dans les habiletés fermées à l'intérieur des habiletés ouvertes. Moi, je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin que ça. L'idée, c'est de se dire, il faut passer par une phase de modélisation, c'est-à-dire qu'à un moment donné, qu'est-ce qu'on fait dans les habiletés ouvertes ? Tous les sportifs font un jeu d'anticipation
souvent ils le font en temps réel, qui est d'évaluer la probabilité qu'il se passe quelque chose, ou que ce soit à tel endroit, ou que j'ai plus ou moins de temps pour réagir. Donc incertitude spatiale, événementielle et temporelle. Et je fais la probabilité de ce qui risque d'arriver, et puis je cherche à anticiper en situation réelle. Et la plupart du temps, d'ailleurs, on se rend compte qu'on ne choisit pas du tout au hasard, mais qu'on a des marqueurs qui nous permettent d'avoir des informations sur les chances les plus probables que ce que l'adversaire veut faire ou la manière dont il veut le faire, ça arrive. Et l'idée, c'est quoi? C'est de se dire, finalement, plutôt que de le faire en temps réel, est-ce qu'on ne peut pas le faire au préalable? Donc ça passe par une phase de modélisation, d'observation, d'analyse. Data scientist, c'est très à la mode, mais c'est exactement ce qu'ils vont permettre de faire. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir une connaissance assez accrue des cas de figure qui sont les plus répétitifs, les plus récurrents, et donc qui constituent une sorte d'invariant fermé à l'intérieur d'une situation très ouverte. Et ma première situation, c'est de se dire, OK, j'ai peut-être intérêt, parce que je le fais physiquement et techniquement, mais je pourrais travailler mentalement sur ce schéma-là, puisqu'il arrive très souvent, mentalement, pour que je sois encore plus efficace lorsque je vais y être confronté. Et donc, dans ce cas-là, je peux commencer à me dire, OK, je vais commencer par comprendre le schéma de jeu, par le mémoriser, par le maîtriser, individuellement et collectivement dans les activités collectives, et puis voire même d'intégrer l'adversaire avec les réponses les plus probables, et donc d'anticiper un peu plus que ce qu'on fait, mais au lieu de le faire en situation réelle, on le fait un peu par avance, et on se conditionne. Et à partir de là, tu vas dire, OK, quand ça va se passer, je vais être hyper efficace, encore plus. Donc, ce sera intéressant. Par contre, quand ça ne va pas se passer, ça risque d'être pire. Parce que finalement, si je m'étais moins conditionné, je serais moins efficace. Et c'est là qu'on l'évoquait tout à l'heure, ça va être différent en fonction des activités. Par exemple, dans les sports de raquettes, il est montré que quand tu arrives à évaluer qu'il y a 70% de chances qu'une situation arrive par rapport aux autres, la perte du point que tu aurais dans ces activités-là, elle va être compensée par le nombre de fois où tu vas le gagner. Sauf que là, on est dans des activités où tu peux compenser à l'intérieur d'un jeu, d'un set. Donc la perte du point, elle n'est pas dramatique en soi. Dans des activités sport de balle, c'est déjà un peu différent. Basket, hand, c'est intermédiaire. Rugby, foot, tu prends un essai ou un but, les conséquences ne sont pas les mêmes que de perdre un point au tennis, par exemple. Donc déjà, la prise de risque, c'est pas la même. Donc il faut doser en fonction de l'activité. Sport de combat, si tu fais une mauvaise anticipation et que tu prends une droite et que tu es KO, c'est terminé. Donc voilà, ce sera vraiment différent en fonction des activités. Mais je pense qu'on peut grignoter un petit peu en étant prudent dans cette direction-là. Ça, c'est la première piste de travail. La deuxième, c'est de se dire, maintenant, l'idée, c'est que je suis quand même dans des activités où j'ai pas le droit de me stéréotyper. Je peux pas tout le temps faire la même chose. Sinon, je vais être hyper lisible pour mes adversaires. Donc, il faut que j'éduque ma capacité d'adaptation. Et là, tu vas avoir toute une phase de contextualisation, d'arrêt sur image et de dérouler un scénario alternatif, parce que ça va t'éduquer à être capable de réagir en temps réel ou de décliner une autre forme de visualisation, de projection en situation réelle que celle sur laquelle tu t'es formaté. Et c'est tout aussi important que la première phase. Et puis après, dans un dernier temps, on peut même faire une forme de travail collective ou coopérative où tu peux envisager une forme d'imagerie qui va être partagée par plusieurs personnes en même temps. Un peu comme si un joueur commençait puis que le coéquipier prenait la suite. Et ça oblige à rester connecté à la situation et on peut la faire évoluer un peu comme on veut. On peut à un moment donné marquer une rupture et demander à une personne de continuer en intégrant cet élément-là. Et ça l'oblige en fait à recalculer en temps réel. Et donc il y a un coût cognitif, un travail cognitif qui est énorme là-dessus. Okay. Donc il y a pas mal de pistes en réalité. Même si on faut y aller avec prudence parce que évidemment c'est plus compliqué. On va pas, faut pas penser ce qu'on n'a pas dit. C'est plus compliqué de travailler dans ces activités-là parce qu'il y a beaucoup plus d'incertitudes et d'infinité de possibilités que dans les habiletés fermées. Donc il faut y aller avec prudence et il ne faut certainement pas prendre les athlètes pour des cobayes pour tester et dire je vais essayer d'évaluer jusqu'où je peux aller parce que l'idée c'est pas de les envoyer droit dans le mur. Mais je pense qu'on peut grignoter progressivement et essayer d'en faire un peu plus que ce qu'on fait actuellement quand on se contente de travailler sur le service, le lancer franc, le penalty ou la transformation. Ouais. De manière finalement associée, faire certaines choses. Non, c'est vraiment intéressant de voir jusqu'où on peut et on pourra aller. Tout à l'heure, tu as parlé de souplesse au début du podcast. En quoi on pourrait gagner en souplesse grâce à l'imagerie motrice? Quel est le fonctionnement et comment tu pratiquerais cela? Alors en fait, les deux qualités physiques qu'on arrive à impacter de manière assez directe, c'est la force et la souplesse. Autant la force, on l'explique très très bien. On sait exactement ce qui se passe, comment ça fonctionne, comment on peut l'utiliser. Enfin voilà, il y a énormément de choses à dire. Sur la souplesse, c'est un petit peu plus difficile d'expliquer les mécanismes qui sont impliqués. Ce qu'on observe, c'est que quand on fait de la représentation mentale d'un assouplissement, ça permet de gagner en amplitude articulaire. Là, je vais parler de souplesse active, mais ça marche passive, mais ça marche aussi pour la souplesse active. Mais voilà, sur un assouplissement, un travail d'assouplissement, de maintien de position, le fait d'imaginer
l'assouplissement en tant que tel va nous permettre de gagner en amplitude. Alors un premier élément d'explication, il est indépendant du travail mental en réalité, c'est que on se place dans une situation qui nous permet de nous synchroniser à la respiration, à la détente, et donc à mieux bénéficier de l'exercice en tant que tel. Voilà, donc c'est simplement des conditions d'exécution dans un domaine un peu plus individuel ou psychologique qui nous mettent dans un bon état d'efficacité du travail. Mais on peut aller un petit peu plus loin parce que on a observé que lorsqu'on s'imagine notamment le processus d'étirement, même si on ne connaît pas nécessairement ce processus-là, on s'imagine l'allongement musculaire, la moindre résistance au niveau tendineux, voilà. On s'imagine vraiment la structure qui s'allonge et qui gagne en amplitude. On arrive à avoir des répercussions physiologiques alors qu'on n'est pas capable de déceler aussi bien que sur les mécanismes de force, mais ça va se jouer sur la lubrification au niveau articulaire, ça va se jouer sur le glissement de certains filaments de titine notamment qui seraient impliqués dans les mécanismes de souplesse, ça va jouer sur la diminution de l'excitabilité réflexe. Donc du coup, en fait, on va mettre en place des petites réactions physiologiques qui vont être propices à bénéficier de l'étirement et qui vont nous permettre de gagner un petit peu en amplitude. Et ce qui est marrant, c'est que pour la souplesse, la manière de travailler qu'on préconise, c'est pratiquement un des seuls cas de figure où on fait des choses qui vont un petit peu au-delà de ce qu'on fait physiquement habituellement. C'est-à-dire que pour le coup, si je devais donner un conseil aujourd'hui pour travailler la souplesse en imagerie, ce serait de faire un travail d'assouplissement et de faire l'imagerie pendant l'assouplissement, un peu comme une imagerie dynamique. Donc on se met en position, on maintient l'étirement, et là on intègre le processus de représentation mentale de l'allongement au niveau musculaire. Donc on peut imaginer le muscle qui s'allonge, le tendon qui s'allonge un petit peu, et donc gagner en amplitude. Et il semblerait même que pour une fois, aller un peu au-delà de ce qu'on est capable de faire, d'accentuer les effets, ça marcherait bien. Par exemple, on a montré que quand on mettait les personnes à étirement maximal de ce qu'ils étaient capables de faire, sur les ischios notamment, et qu'on maintenait cet étirement physique, mais en leur demandant de s'imaginer aller un petit peu plus loin, et les marqueurs physiologiques montraient qu'il y avait un petit gain de souplesse supplémentaire que quand ils se contentaient d'imaginer ce qu'ils étaient capables de faire. Voilà. Okay. Ce qui n'est pas vrai sur les autres qualités physiques, par exemple. Mais là, pour le coup, ce serait vraiment de forcer un petit peu, d'accentuer un petit peu le travail qu'on est en train de faire. Ok, donc ouais, c'est une bonne astuce à tous ceux qui veulent travailler sur leur souplesse. Et je pense que d'ailleurs, pour faire une petite aparté, c'est une qualité qui est une fois décriée, une fois mise en avant, et il y a un peu un ping-pong au fur et à mesure des cycles et des années. Mais je pense que de manière générale, d'un point de vue santé, d'être capable en fait tout simplement d'exprimer plus d'amplitude, il y a des gains aussi, tout simplement. On parlait de force, mais aussi d'hypertrophie, tout simplement parce qu'on a accès à plus d'amplitude. Ça peut être vraiment pertinent de travailler sa souplesse. J'aimerais qu'on arrive sur une de mes dernières questions. Tu nous as parlé de plein de choses qui vont paraître déjà pour moi et pour les auditeurs assez novateurs. Pour autant, on voit qu'il y a un terrain hyper fertile, comme tu le disais, et que on n'est peut-être qu'aux prémices de quelque chose d'un peu plus grand et de plus d'aide pour les sportifs. Comment toi tu vois l'évolution de tout ça, de cette préparation mentale, de cette imagerie motrice dans les 20 prochaines années ? Alors je pense qu'une des premières formes, ce que je décrivais tout à l'heure, c'est qu'on essaye de trouver des caractères un peu boostants ou stimulants encore davantage. C'est-à-dire qu'on veut cumuler, on veut combiner, et on a des voies d'amélioration de ce point de vue-là qui sont assez évidentes par l'observation, par le mouvement, ce qu'on évoquait tout à l'heure. Je pense que ça va être une piste à la fois des recherches scientifiques et des applications sur le terrain qui va être véritablement privilégiée. Il y en a une en particulier qui devrait voir le jour, qui commence à voir le jour, c'est l'utilisation de la réalité virtuelle. L'utilisation de la réalité virtuelle qui permet une immersion de plus en plus réaliste. Alors on partait de loin, parce que c'est difficile de reproduire la réalité et la complexité du caractère de la situation qu'on vit en situation sportive. Mais voilà, ça progresse quand même relativement bien. Je pense que les coûts vont devenir accessibles et ça va permettre de placer en fait le travail mental dans un état d'immersion qui va être encore plus fort, encore plus prégnant, encore plus réaliste et donc potentiellement encore plus efficace. Donc moi je m'attends à ce qu'il y ait un gros travail qui soit sur comprendre comment articuler ces deux apports-là et comment utiliser la réalité virtuelle au service de l'imagerie, peut-être inversement. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est on utilise l'imagerie aussi comme un moyen de réalité virtuelle sans dispositif de réalité virtuelle. C'est-à-dire qu'on contextualise la personne et on la met dans une situation et on lui demande de construire cette situation mentalement et virtuellement. Quand elle aura l'immersion dans la situation, ce sera encore plus facile.
Après, je dirais que l'être humain, il est quand même très friand de la technologie. On va voir fleurir également des articulations, parfois peut-être un petit peu trop, mais des articulations entre ce qu'apporte la technologie et le travail mental. Il y en a une qui est en réalité utilisée depuis pas mal de temps, mais qui n'est pas simple à utiliser, c'est le neurofeedback ou le biofeedback, si on est sur un variable physiologique et pas forcément neurologique. Mais là, pour donner un exemple, avec certains collègues, Franck D'Arienzo qui travaille avec moi à Lyon, Camille Genet qui est à Bordeaux, on est en train de travailler sur la création d'un dispositif de neurofeedback qui permettrait d'objectiver, d'améliorer le travail en temps réel. Et donc d'avoir un retour simplifié de l'activité cérébrale qui permette de moduler la représentation mentale en direction du travail ciblé par l'individu et qui mêle finalement un outil technologique qui permet d'avoir accès très rapidement au contenu des représentations mentales et l'utilisation au quotidien par les sportifs. Aujourd'hui, c'est beaucoup utilisé dans les interfaces cerveau-machine, par exemple, ou dans la compréhension, un outil de mesure. Mais on est en train de le transformer progressivement en outil d'accompagnement et pas simplement en outil de mesure. Donc voilà, je pense qu'on aura des pistes un petit peu dans ces directions-là. Et je pense qu'on n'a pas fini encore d'établir les préconisations d'usage. Je l'ai assez bien synthétisé, je crois, dans l'ouvrage pour essayer de montrer finalement où est-ce qu'on en est, parce qu'on connaît assez bien maintenant les modalités de travail idéales. Mais on est quand même loin d'avoir des recettes. Les recettes n'existent pas. Les préconisations et la direction vers les recettes dans le milieu clinique, c'est encore moins établi parce que les tableaux cliniques sont tous différents. Donc voilà, il y a encore un travail à faire à ce niveau-là pour mieux comprendre finalement comment travailler efficacement, pour également mieux appréhender ce qui se passe quand on fait de l'imagerie, la manière dont on reçoit la consigne, dont on la comprend, dont on l'utilise et ce qu'on arrive à évoquer mentalement. Donc voilà, il y a plein de pistes, je pense, pour améliorer le contenu et le suivi du travail, les procédures d'utilisation et puis les outils qui pourraient permettre d'accentuer les effets ou de les accompagner. Et à mon avis, on a beaucoup de travaux qui vont se diriger sur ces effets-là dans les prochaines années. Ok, trop cool. Aujourd'hui, quand un joueur signe dans un club, quand un joueur universitaire, notamment aux États-Unis, est drafté, il y a pas mal de tests athlétiques qui sont effectués. Est-ce qu'aujourd'hui, à ma connaissance, non, mais est-ce qu'il y a des tests qui pourraient être faits, notamment via cette imagerie motrice, ou est-ce que c'est potentiellement le futur ? Alors des tests pour de la détection, je ne sais pas si ce serait... Ça me fait un peu penser aux tests d'éligibilité au travail mental. Ce serait un petit peu un critère élitiste qui laisserait penser qu'il y a une sorte de prédisposition ou de terrain qui est propice, on va dire, à être très efficace de ce point de vue-là. Mais la particularité de ça, c'est qu'en fait, il n'y a pas vraiment d'éligibilité. Tout le monde est susceptible d'en bénéficier. Il y a des différences interindividuelles, ça c'est vrai. Parce qu'on faisait des tests pour évaluer les capacités d'imagerie. Tout le monde n'ont pas les différentes personnes n'ont pas les mêmes. En revanche, on arrive assez bien à équilibrer, à harmoniser ça avec un peu de familiarisation. Peut-être pas forcément, moi je ne les mettrais pas forcément en termes de détection pour essayer d'identifier celui qui aurait le profil le plus intéressant de ce point de vue-là. En revanche, je les mettrais sur des outils d'évaluation relativement rapides pour déterminer les forces, les pistes de travail, les améliorations ou les lacunes à aller combler, et planifier finalement le développement des qualités mentales au même titre qu'on le fait sur les qualités physiques et sur les qualités techniques. Et je pense que ça, c'est des choses qui vont venir, parce que voilà, on est de plus en plus sollicité par des structures différentes disciplines, différentes structures de haut niveau, même dans des activités dans le foot à très haut niveau, dans le rugby à très haut niveau. On forme les staffs, on forme les formateurs justement à cette sensibilité-là, et c'est des choses qui vont intégrer progressivement les pratiques et qui, je pense, seront intégrées dans les tests, mais pas d'évaluation, plutôt que dans les tests de détection. Ok, trop cool. Bah écoute, Aymeric, merci beaucoup. Je te laisse le mot de la fin. Ouais, alors le mot de la fin, je le dis de temps en temps, mais je ne sais pas pourquoi, là je sens que ça s'y prête à merveille. On soulignait au début un peu le positionnement un peu hybride que moi j'aime avoir entre la compréhension, la théorie, donc la recherche, et puis l'application pratique et le suivi des sportifs. Et finalement, l'idée, c'est que, et je pense le sens du podcast, c'est à la fois de sensibiliser les personnes qui ne sont pas forcément au courant de ce genre d'outils ou de ces approches-là, alors qu'on en fait tous au quotidien, mais ce n'est pas formalisé, ce n'est pas structuré. Donc de les sensibiliser ou d'intéresser ceux ou celles qui connaissent à approfondir, à se documenter et à finalement aller interroger les manières optimales de travailler.
Et ce qui est vraiment important, c'est que toutes les lectures que les auditeurs vont faire, tous les éléments de vulgarisation auxquels ils vont avoir accès, toutes les vidéos, etc., tout ça, c'est intéressant. Mais il faut qu'à un moment donné, toutes ces connaissances-là, elles soient opérationnalisées et elles soient mises en place pour devenir des compétences. C'est vraiment essentiel parce que sinon, la connaissance va rester à l'état de connaissance. Et du coup, on va super bien connaître les choses, appréhender, sur le papier, ça va fonctionner, on sera capable d'expliquer ce que ça peut amener, etc. Puis on ne sera pas capable de les mettre en place sur le terrain. Et donc, du coup, c'est vraiment important pour moi de faire cette transposition-là et donc finalement de retrouver ce positionnement entre la compréhension, la théorie et puis la pratique pour que les connaissances d'un côté deviennent des compétences de l'autre. Et à l'inverse, il faut que les gens qui sont beaucoup plus terrain s'ouvrent à aller chercher les connaissances et apprivoisent ou s'approprient la manière de les conceptualiser et de voir ce que ça leur apporte. Parce que forcément, ce qu'on fait en labo, c'est différent de ce qui se passe sur le terrain. Parce qu'en labo, on est obligé de contrôler toutes les variables pour vraiment venir étudier celles qui nous intéressent et qu'on puisse interpréter véritablement sur ce que ça apporte ou sur les risques ou sur les bénéfices. Donc on est obligé de faire un truc qui est décontextualisé, déconnecté du terrain. Et ensuite ça, il faut le reconnecter au terrain. Et finalement, les praticiens sont les mieux placés pour être capables de s'ouvrir et comprendre ce qui se fait dans des études un peu plus décontextualisées, en retirer des pistes de travail, aiguiser leur sens critique pour comprendre quand même quelles sont les limites et la portée de ces résultats-là. Quand on fait une étude sur 5 sujets, c'est pas la même quand on en fait une sur 200 sujets. Donc il y a des critiques à apporter. Et ensuite d'être capable de dire, ok, quelle est la portée de ces résultats-là, la force de ces résultats-là, et qu'est-ce que moi je peux en tirer comme bénéfice ou comme limite, et de refaire le chemin inverse pour revenir à la situation de terrain. Je pense que si vraiment les praticiens font cet effort-là, les chercheurs font cet effort-là, et les personnes qui sont sensibilisées, intéressées, jouent la carte de la connaissance vers la compétence, et puis de la compétence aller chercher les connaissances qui pourraient enrichir la compétence, tout le monde est gagnant. Ouais, j'aime bien ce lien que tu fais entre connaissance et compétence. Finalement, c'est assez fluide comme tu l'as expliqué, donc c'est parfait. Ok, écoute, merci beaucoup Aymeric pour cet épisode. Merci à toi qui nous a écoutés jusqu'au bout. N'oublie pas de t'abonner au Squad de la Performance sur YouTube et ta plateforme de podcast préférée. Si tu as aimé notre conversation, eh bien tu le sais, un 5 étoiles aide grandement à avoir des experts comme Aymeric sur le podcast. Nous, on se retrouve chaque mercredi à 18h avec une alternance d'épisodes en solo et d'interviews comme ici. D'ici là, je te souhaite de prendre un maximum de plaisir dans ton sport. Force!